il n'y a personne de fou en réalité. Mais il y a eu de la torture socialement acceptée, des électrochocs, de la lobotomie physique et, bien entendu, de la lobotomie chimique, ainsi que les salles d'isolement. Et Big Pharma, bien entendu. La torture qu'est la psychiatrie est une grosse machine à sous. On s'assure de les rendre malades pour bien huiler la machine. Donc, le pourquoi aujourd'hui que je vous apporte à votre attention l'abri d'Erasme, qui était parti par le psychiatre Roger Lemieux, qui n'est plus de ce monde, bien entendu, parce que là, c'était dans les années pas loin de 70, et puis il était déjà dans la cinquantaine au moins, fait que certainement qu'il n'est plus de ce monde. Le pourquoi j'apporte l'abri d'Erasme, c'est en fin de compte la seule expérience au Québec anti-psychiatrique, mais bien entendu, c'est un psychiatre qui a parti ça. Fait que, autrement dit, lorsque on n'abuse pas des personnes qui sont internées, soit par les électrochocs, soit dit en passant, les électrochocs en 1970, c'était vraiment quelque chose. Donc, on a détruit ma mère par les électrochocs, par une quantité industrielle de médicaments qui a été absorbée au cours des 40 ans qu'elle a été internée dans Saint-Asile. Et lorsqu'elle ne prenait pas ses médicaments, elle se faisait enfermer dans une salle d'isolement et recevait des électrochocs. Donc, lorsqu'on ne fait pas souffrir, c'est de la torture, ok? Il faut être sadique pour faire ça, ok? Donc, lorsqu'on ne torture pas les patients, les soi-disant patients psychiatriques, je dis ça, soi-disant, parce qu'il n'y a personne de fou. Oui, il y a des problèmes émotifs. Oui, ça cause de tout le monde a des problèmes. C'est quand tu vas vraiment étudier en psychologie, tu réalises que tout le monde a des problèmes, y compris toi-même. OK? Ça fait que faut pas s'énerver avec ça, faut pas avoir peur de ça. OK? Mais la folie comme telle n'existe pas. C'est pas juste moi qui le dis. Il y a même des psychiatres, des ex-psychiatres qui l'ont dit, je le répète. Donc, lorsque l'on ne maltraite pas les personnes dans des asiles ou dans des unités psychiatriques ou dans des étages psychiatriques, eh bien, on couche avec, comme ce fut le cas pour le psychiatre Roger Lemieux. Eh bien oui, mais coudonc, faut tout de même en bénéficier d'une façon ou d'une autre de ces patients psychiatriques, entre guillemets. Il faut prendre avantage de leur vulnérabilité d'une façon ou, puis si cette façon-là, on ne l'applique pas, bon, on l'applique de l'autre, en couchant avec, tout simplement. Il n'y en a pas de problème, voyons donc. Hey! Non, tu sais, c'est ça le problème, c'est que, tu sais, quand tu vas voir un thérapeute ou un psychologue ou peu importe, et que tu as besoin d'aide, si ce fameux thérapeute ou psychologue couche avec toi, ben, il y a un sérieux problème au niveau du pouvoir. Hein? Il y a une imbalance. Hein? C'est vraiment très mal balancé. C'est vraiment prendre avantage de la vulnérabilité de l'autre. Et c'est exactement ça que monsieur a fait. Il a décidé d'avoir comment on pourrait dire, une retraite au goût du jour dans les années 70. C'était la
la mode des communes, ben, il n'y en avait pas tant que ça, là, mais quand même. Bien là, vous savez pourquoi ce que je vous rapporte. Le seul, tu sais, c'est un oxymoron, OK? Euh, un mouvement antipsychiatrique qui a été parti par un psychiatre. C'est un oxymoron. Pensez-y comme faut. Bon, ça fait que, allons-y pour cette expérience qui a été rapportée par Alexandre Klein, et puis je vais mettre les liens dans la description. Je répète, l'abri d'Erasme fut le seul et unique expérience d'antipsychiatrie, dis-je, au Québec. Nous sommes réellement reculés au Québec. Et je répète que de partir, qu'un psychiatre qui part un mouvement d'antipsychiatrie est absolument un oxymoron, un non-sens. Mais bon, le gars vous laisse payer des petites jeunes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien, écoutez, ma mère m'a dit qu'elle a été violée par des psychiatres. J'en suis... Ça ne... Vraiment, là, ça... Je sais, c'est difficile pour moi d'en parler parce que j'ai vécu un enfer comme enfant, d'avoir perdu ma mère si jeune. Ma mère a été détruite, et non seulement détruite, mais d'après ce qu'elle m'a dit, elle a été également violée. Mais on l'a violée de différentes façons. Fait que pourquoi pas se la taper en plus, tabarnak? Hein? Bon. Une expérience éphémère d'antipsychiatrie au Québec. Alexandre Klein Lemerle, 5-2, automne 2018, page 97 à 107. J'ai longtemps pensé que l'antipsychiatrie n'avait jamais existé au Québec, qu'elle n'était pas parvenue à s'y implanter. Il faut dire qu'au moment où elle faisait ses premiers pas, le concept n'existait pas encore. Le gouvernement provincial réformait déjà le système de prise en charge des personnes atteintes de troubles de santé mentale au profit de leur progressive désinstitutionnalisation. En septembre 1961, alors que Michel Foucault venait de sortir son Histoire de la folie, qu'Asylum's d'Irving Goffman était encore sous presse, et que Ronald Lang publiait Self and Others. Un an seulement après The Divided Self, le gouvernement de Jean Lesage mettait sur pied une commission d'enquête sur les hôpitaux psychiatriques, en vue de moderniser leurs pratiques et leurs modes de gestion. Le rapport remis en mars 1962 au ministre de la Santé par le psychiatre Dominique Bédard, président de la commission, amorça une ère de réforme dans le champ de la psychiatrie québécoise. On ouvrit les portes des grands asiles, on y réduisit le nombre de lits. On multiplia les cliniques externes dans les hôpitaux généraux, et on finança des outils de prise en charge communautaire pour ceux que l'on appelait autrefois les fous. Avant même sa naissance, le Québec semblait donc avoir répondu, en partie du moins, aux critiques qui allaient être celles du mouvement antipsychiatrique. Ainsi pouvait s'expliquer que celui-ci n'ait eu que peu de prise sur le Québec de la Révolution tranquille. C'est du moins ce que je pensais avant de rencontrer Roger R. Lemieux. 10 ans après la publication du rapport Bédard,
ce psychiatre québécois, pourtant proche des réformateurs des années 1960 et notamment du futur ministre Camille Lorrain, décida en effet de rompre totalement avec le système de santé mentale en créant une commune thérapeutique pour malades schizophrènes. Dans une petite maison, construite au bord d'un lac non loin de Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides. Il mit ainsi en place au cours de l'été 1974 la première et sans doute la seule expérimentation proprement antipsychiatrique qu'a connue le Québec, l'abri d'Erasme. C'est sur l'histoire de cette initiative unique et sur ses enjeux éminemment politiques que ce texte entend revenir. L'homme du lac, c'est grâce au film de Pierre Maheu l'Interdit que j'ai véritablement découvert Roger Lemieux, avec sa barbe grise, ses cheveux mi-longs et ses rêves de liberté. La construction de l'abri d'Erasme et l'accueil des premières invitées, le nom donné aux malades reçus en son sein, ont en effet été captés par le cinéaste québécois qui en a fait, avec le soutien de l'ONF, un film sorti en 1961. On y suit la construction de la maison puis la vie en son sein de jeunes schizophrènes accompagnés d'une psychologue, d'une infirmière et de Lemieux. Maheu filme tant les moments de vie que les échanges entre les membres de la communauté. Il montre ainsi des malades vivant librement leur maladie, que ce soit en se réfugiant dans un trou creusé dans la neige ou en un et aujourd'hui disponible en ligne sur le site de l'ONF. https://www.onf.ca/film/interdit/ se balançant calmement dans leur lit, enlacés. Ils ne cachent rien des tensions et des débats, ni d'ailleurs de la nudité et des contacts entre les corps. Le tout est entrecoupé d'entrevues réalisées avec différents habitants de l'abri. Dès les premières minutes du film, on découvre ainsi Lemieux, en chemise carottée, cigarette à la main, assis dans une barque sur un lac brumeux, précisant d'une voix douce et poser les fondements théoriques à l'origine de son geste de création d'une commune thérapeutique. Sa formation psychiatrique assez orthodoxe lui a appris, dit-il, à faire de la psychothérapie bienveillante, mais neutre, une approche qui ne permet pas de considérer, selon lui, le patient autrement que comme un malade à ramener à la réalité. Or, comme il a pu le constater au cours de sa carrière, c'est moins cet objectif de retour à la réalité que le rapport chaleureux au thérapeute qui semble aider les malades. C'est également ce qu'il souligne dans son autobiographie intitulée Accueillir la folie, parue 20 ans plus tard, en 1995. Insatisfait de sa formation marquée par la neuropsychiatrie, l'aliénisme vieillissant et l'usage des thérapies de choc, le jeune psychiatre choisit de débuter une psychanalyse avant d'aller poursuivre, au début des années 1950, sa spécialisation à Paris puis à Boston. Ces expériences lui confirment que le Québec vit alors dans un conservatisme étroit, et surtout que d'autres modalités de prise en charge de la folie sont possibles. Mais à son retour, en 1953, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu où il a été formé est toujours aussi sclérosé dans sa routine et sa surpopulation. Et ses tentatives pour y changer les mentalités et les habitudes restent donc vaines. Il se tourne alors vers l'Institut de réhabilitation de Montréal où il obtient un nouveau poste et vers sa pratique en cabinet privé où il peut explorer d'autres dimensions du travail psychiatrique. Mais c'est surtout à l'Institut Albert Prévost, où Camille Lorrain l'invite à le rejoindre en 1958, puis au service de santé des étudiants de l'Université de Montréal qu'il intègre en 1966. Que Lemieux va découvrir la voie qui sera la sienne. Lina, Claudia et l'Interdit à quelques années d'intervalle. Il rencontre en effet deux malades avec qui il va entretenir des relations de soins hors normes et surtout hors des usages psychothérapeutiques en vigueur. Ces deux expériences vont fortement marquer le psychiatre qui en fera, dans son autobiographie, le principal ressort de ses engagements futurs. À l'Institut Albert Prévost, au début des années 1960.
Il croise d'abord le chemin de Lina, une infirmière de 24 ans qui connaît des épisodes de délire et d'hallucination. C'est avec Lina, confie-t-il 30 ans plus tard, que j'ai, pour la première fois, vécu d'un bout à l'autre le déroulement d'un rapport thérapeutique qui m'a causé appréhension, doute, scrupule, mais qui m'a transformé tout autant qu'elle m'a rassuré éventuellement sur l'opportunité de conduite thérapeutique hors de l'ordinaire 3. Face à son mutisme et au peu d'avancée des démarches psychothérapeutiques traditionnelles entreprises, le mieux choisit d'assumer l'apparent transfert qu'elle semble manifester et d'introduire le toucher dans leur relation de soins. En plus de l'écouter, il la rassure, la prend dans ses bras et assume sans complexe le rôle d'une figure paternelle. Cette expérience dont il assure sans qu'on puisse pour autant le vérifier qu'elle a porté ses fruits, le convainc surtout que la neutralité, l'extériorité et la distance prônées par les normes et usages du travail psychothérapeutique doivent parfois être contournés, voire abandonnés, en vue de soigner mieux. Cette conviction le mieux va la renforcer quelques années plus tard lorsqu'il prend en charge, au service de santé de l'Université de Montréal où il travaille désormais, Claudia, une étudiante en sociologie originaire du bas du fleuve qui manifeste des tendances suicidaires. Il décrit dans son autobiographie comment leur relation de soins est rapidement devenue intime et personnelle, et surtout comment, pendant les 3 années que dura le traitement, ils vivent ainsi proches, comme un couple. Car contrairement à ce qui s'était passé avec Lina, ce n'est pas seulement l'interdit du transfert qu'il franchit cette fois-ci, mais également celui, plus problématique, du contre-transfert et des relations charnelles. Dans ses mémoires, le mieux reproduit d'ailleurs le récit de cette expérience que Claudia a produit à sa demande, comme pour garantir des bienfaits partagés de cette relation. Il faut dire que 2 ans auparavant, en 1993, il avait été radié par la Corporation des médecins, suite à la plainte d'une patiente l'accusant d'avoir eu des relations sexuelles avec elle entre 1967 à 1934. Une chose est sûre. Cette double expérience de soins aussi transgressive que hors norme finit de faire comprendre à le mieux que sa place est définitivement ailleurs et qu'il lui faut se déterritorialiser pour continuer à soigner et à vivre en accord avec ses principes et ses convictions. L'appel du bois à la visite d'une commune à Morin Heights dans les Laurentides, où il avait été appelé pour aider une de ses patientes à accoucher, constitue pour le psychiatre un déclic. Dans cet espace de vie alternatif où il se sent véritablement à l'aise, il peut mettre en pratique les principes de ce mouvement antipsychiatrique dont il a fini par devenir très proche au point de préfacer en 1974 l'édition québécoise d'un ouvrage de Ronald Delaine V. Au début de l'été 1974, à quelques kilomètres de là, il entame donc, avec l'aide de quelques bénévoles, la construction d'une maison de rondins et de béton. En septembre, l'abri d'Erasme est inauguré et en décembre, les premiers invités rejoignent le mieux, l'infirmière et la psychologue qui composent l'équipe soignante. Comme l'avait mis en scène Erasme dans son fameux éloge, la règle est ici de laisser vivre et s'exprimer librement la folie. Aucun médicament donc, ni aucune contention. Pas même de psychothérapie à proprement parler, mais simplement de l'écoute et de l'entraide pour les schizos venus ici résoudre leur malaise. 6. Au total, une vingtaine d'invités sont ainsi accueillis gratuitement dans cette maison entre 1974 et 1980, date de départ des 2 collaboratrices de Lemieux. Il faut dire qu'entre-temps, l'expérimentation thérapeutique a suscité une importante polémique. Un rêve polémique dès la sortie du film de Pierre Maheu, en novembre 1976, l'Association des psychiatres du Québec menace Lemieux de radiation. Tandis que des voix s'élèvent pour dénoncer cette commune thérapeutique gérée par un psychiatre qui dans le film apparaît surtout comme un gourou régnant sur un harem de jeunes femmes plus ou moins vulnérables.
L'ONF, qui produit le documentaire, prend peur et réduit le nombre de copies afin de restreindre la diffusion du film. Pourtant, les critiques ne sont pas toutes mauvaises. Dans la tribune du 30 novembre 1976, Pierre Francoeur parle d'un film bouleversant, dont plusieurs passages sont affolants de vérité. Dans Cinéma Québec, Pierre Grégoire fait également l'éloge de ce film limite qui emporte, malgré quelques lourdeurs de réalisation, aux frontières de la réalité. Là où se troublent les découpages traditionnels entre le normal et la normale, le réel et l'utopique, le permis et l'interdit 7. Les attaques les plus virulentes viennent finalement surtout du corps médical que le film critique vertement en remettant en question ses valeurs et ses fondements. En février 1977, l'ensemble du département de psychiatrie de l'Université de Montréal signe ainsi, sous la plume de son directeur Yvon Gauthier, une tribune acerbe dans l'Union médicale du Canada 8. Ils y dénoncent une approche thérapeutique simpliste menée par un psychiatre vieillissant, narcissique, ayant un besoin de domination et de soumettre son entourage à ses idées qui le conduit à faire passer ses problèmes personnels et ses désirs avant ceux des malades. L'attaque est dure, car très personnelle. Les médecins ne semblent d'ailleurs pas saisir le sens même de la démarche de Lemieux comme de l'objet et de l'objectif du film d'ailleurs, puisqu'ils notent que l'expérimentation de l'abri reste limitée du fait du petit nombre de malades traités et de l'absence d'indications sur leur mode de sélection, leur diagnostic réel et leur évolution à plus ou moins long terme. Confrontation de deux logiques irréductibles, de deux approches du soin, expérimentale contre expérientielle, institutionnelle contre communautaire, médicale contre humaine, scientifique contre relationnelle, et même, peut-être, liberticide contre libertaire. Aimer, une utopie politique en choisissant de créer une commune thérapeutique, Lemieux avait pourtant d'emblée situé sa critique au-delà du champ scientifique, dans un ordre proprement humain, relationnel, social et politique. Issus du mouvement hippie, les communes visaient en effet à inventer des espaces de vie nouveaux, basés sur le partage et l'égalité entre ses membres, en s'éloignant ainsi des normes individualistes et capitalistiques de la société nord-américaine traditionnelle. C'était tout le système économique et politique que les communards entendaient critiquer. Il en était de même à l'abri d'Erasme dont le mot d'ordre était d'ailleurs clair, fuir le système neuf. En optant pour l'établissement d'une commune thérapeutique, Lemieux soutenait en fait une double critique politique. D'une part, il reconnaissait implicitement la défaite des réformes provinciales du système de santé mentale initiées par son ami Camille Lorrain, puis engagées par le gouvernement Lesage au début des années 1960. De son point de vue, il n'était en effet pas suffisant de faire du malade mental un malade comme les autres, ainsi que le prônait Lorrain X. Il fallait faire de lui un sujet politique comme les autres, ce qui nécessitait d'aller au-delà de la simple ouverture des asiles et donc de le reconnaître comme un égal. La loi électorale canadienne de 1970 interdisait par exemple toujours aux malades mentaux de voter. D'autre part, et par conséquent, Lemieux revendiquait l'établissement d'un ordre psychiatrique non plus hiérarchique, mais réellement démocratique et égalitaire où tous seraient semblables. Du médecin au schizophrène 11. Inspiré par le marxisme, qui connaissait alors un regain d'intérêt au Québec, Lemieux souhaitait établir une autre utopie qui nous rapprocherait de la paix 12. La critique de l'asile, comme l'avaient compris les tenants de l'antipsychiatrie, mais aussi des auteurs comme Michel Foucault XIII, est en effet indissociable d'une critique de la société bourgeoise capitaliste qu'il a instaurée, au cours du XIXe siècle, comme un instrument de régulation sociale. En choisissant de ne plus avoir peur des fous, de ne plus chercher à les contrôler, mais au contraire de les reconnaître pleinement comme des sujets libres, et donc comme des citoyens à part entière.
Le mieux s'opposait ainsi à plus de 200 ans d'une politique de gestion sociale des déviants fondée sur la peur, le risque et le contrôle. En lieu et place de ces outils politiques et thérapeutiques traditionnels, il prônait une prise en charge basée sur l'amour, la générosité, l'attention et le dévouement. 14. Il rejoignait ainsi l'approche philadelphique de Phelan, Aimé et Delfaux, frères, pratiquée puis théorisée par John Rosen, Joseph Burke, Ronald Lang, Maud Manoni ou David Cooper. Mais ce faisant, il portait la question jusqu'alors essentiellement déontologique et professionnelle de l'éros inhérent à toute relation de soins, qui plus est psychothérapeutique, sur le devant de la scène politique et sociale, en prenant position pour l'introduction au cœur de la relation thérapeutique de cet amour qu'il associait, qui plus est, à la possibilité de relations charnelles. Le mieux questionnait la manière dont la société québécoise post-révolution tranquille envisageait le sujet de droit qui lui servait de fondement. Ce dernier pouvait-il également être un sujet de désir? Et si oui, dans quelle mesure ce désir, notamment sexuel, pouvait-il trouver sa place dans une relation de soins? La question est importante. Car si le sujet de droit n'est qu'un sujet rationnel, de pure volonté, les notions mêmes de relation et de soins risquent de se transformer en un système de simples liens causaux, mécanistes et désincarnés. Comment dès lors associer l'exigence déontologique et épistémologique de la distance, de la neutralité et de l'objectivité avec celle ontologique et certainement morale d'introduction d'une certaine chaleur humaine dans la relation de soins? La notion de consentement s'impose évidemment ici comme une piste de réponse, mais uniquement dans la mesure où ce consentement n'est pas accordé qu'au sujet à la volonté et la rationalité dite normale. En effet, il y aurait une incohérence profonde à considérer que le malade mental ne peut, du fait de son entendement altéré, pleinement consentir à la demande que lui fait un psychiatre. Par exemple dans le cadre de pratiques corporelles de soins alternatives, alors même qu'il peut faire l'objet, pour les mêmes raisons, d'un internement sans consentement. C'est cette question éminemment politique, inhérente à la psychiatrie d'hier comme d'aujourd'hui et particulièrement problématique pour la société dans laquelle cette psychiatrie s'exerce en tant qu'outil politique de régulation sociale. Que le mieux, en concrétisant pleinement ses convictions thérapeutiques, posait avec sincérité, insistance et un certain éclat.